Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Coucou Manon, bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Tout à fait. Donc, comme tu viens de le dire très bien, je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et je suis indépendante depuis bientôt 3 ans. Et donc, je suis experte en publicité digitale, donc publicité social ads sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Voilà, donc j'accompagne principalement les femmes entrepreneuses à développer leur activité, rentabiliser leur activité et se libérer du temps grâce à la publicité. Voilà, donc je fais du coaching, des formations en ligne, des accompagnements. Je donne aussi des cours en école de com. C'est un programme. Je sais pas Ouais, si je fais des choses, mais globalement, le panorama, c'est ça. trop bien. Bah, tu vas pouvoir nous en dire plus, évidemment, mais d'abord, on va faire un retour arrière sur qu'est-ce que tu faisais avant d'être indépendante. Donc, il y a 3 ans, t'étais où? Elle était où, Manon? Et ben, il y a 3 ans, j'étais consultante en agence web, donc en agence de publicité, qui faisait plein de métiers du web, mais moi j'étais dans la partie publicité du coup. Voilà, et donc en fait je faisais un peu le métier que je fais là, sauf que je faisais que des accompagnements avec des clients, donc je créais et je gérais des campagnes de publicité pour des clients plus ou moins gros, voilà, du privé, du public, des gros budgets, des petits budgets, sur TikTok, sur Google, sur Snapchat, sur Meta, voilà, plein de profils différents, donc c'était très polyvalent. D'un point de vue technique, j'ai pu énormément apprendre, et puis du coup, ça m'a permis après de continuer à faire ça, parce que donc c'est vraiment mon métier de base, mon expertise de base, même dans les postes que j'avais avant. Et comment t'es arrivée du coup sur ce type de poste-là et à savoir que c'était ce que tu avais envie de faire parce que bon, c'est pas des choses qu'on connaît quand on est au lycée ou puis même je pense que ça existait peut-être pas encore à ce même niveau à l'époque. Non, non, Donc ça a non. été quoi le cheminement? En fait, ça a été des opportunités professionnelles qui sont embriquées, en fait, plus ou moins. C'est vrai que la publicité, j'ai pas trop mis les pieds dedans avant mon master, du coup. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait un DUT Infocom. Ensuite, j'ai fait comme une licence pro, enfin une 3e année de licence en alternance. Donc là, j'étais vraiment pure comme interne, etc. Et ensuite, du coup, j'ai fait un master vraiment plutôt axé marketing digital. Et là, j'étais en alternance dans un gros groupe pharmaceutique. Et là, j'avais vraiment un poste où j'accompagnais la personne qui s'occupait de toute la publicité digitale pour l'Europe et où j'ai été vraiment hyper impliquée dans toutes les missions. Enfin, j'étais vraiment traitée comme voilà, une employée à part entière. J'étais vraiment pas à l'alternante, donc j'ai vraiment pu tout de suite mettre les mains un peu dans les publicités, découvrir cet univers et puis commencer à faire tourner mes premières publicités, créer, voilà, comprendre un peu ce système, comment ça fonctionnait. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé ça. Donc j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Et donc, quand j'étais en alternance dans cette boîte-là, on travaillait aussi avec une agence avec qui on avait des bons rapports et tout. Et on est toujours un peu resté en contact. J'ai fini cette alternance, je suis allée travailler chez Spartoo, qui est un gros site e-commerce mode, voilà, Mhm. la plupart des gens connaissent certainement. Et là-bas, je suis restée 6 mois et je faisais pareil de la gestion de publicité, vraiment là axée shopping quoi, donc sur Google et sur Meta. Et du coup, voilà, j'ai décidé de partir. Et en fait, j'ai été recontactée à ce moment-là par une des personnes L'agence. avec qui je bossais, l'agence, du coup, avec qui je bossais en alternance, qui recherchait quelqu'un et qui avait vu que je cherchais aussi du travail. Et du coup, m'a proposé un poste dans l'agence. Comme voilà, on avait eu l'habitude de bosser ensemble pendant 2 ans. Mhm. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette agence-là. Donc c'était vraiment voilà, le fruit de plusieurs expériences qui se sont un Qui peu t'ont emmené là. voilà.
Et le choix de la com, ça vient d'où? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? Comment tu as fait ce choix d'études déjà initialement? Franchement, je me rappelle plus. Franchement, je sais même pas à quel moment je me suis dit bon ça peut être bien. Je sais qu'au lycée, je voulais faire plutôt quelque chose enfin soit d'artistique ou de littéraire en tout cas. Enfin, j'étais plutôt de ce côté-là, créatif, littéraire, etc. Mais il y avait rien de spécial qui me parlait. Et puis, je crois que j'avais dû faire des portes ouvertes ou des choses comme ça. Et j'avais découvert le DUT Infocom que je trouvais pas mal parce qu'il y avait quand même des stages. Ça me paraissait moins théorique que la fac. Mmh. Euh, je me suis dit, ouais, la com, bah, en fait, ouais, c'était vraiment un panorama de tous les métiers de la com et du marketing, condensé un peu en 2 ans. Donc, je pense que je m'étais dit, bah, ça me permettra de voir un peu, voilà, s'il y a un métier qui me plaît là-dedans, de découvrir des trucs, quoi. Tout en gardant ce côté un peu, voilà, créatif, cool, que j'aimais bien. Et puis, ça a été un peu le cas, en fait. Donc, voilà, mais c'est vrai que je me rappelle pas trop, je me rappelle même pas des autres vœux que j'avais mis dans ma liste. Je sais même plus ce que Ah, j'avais mis. c'était pas genre un truc passion de ouf, mais ça permettait en tout cas d'être en accord avec ce côté créatif que tu avais déjà identifié, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle que j'avais beaucoup hésité avec tout ce qui était justement lettres et tout, mais j'avais fait un bac ES, donc je me sentais pas trop légitime d'aller sur une fac de lettres. Mais j'y suis allée un petit peu plus tard dans ma scolarité, dans mes études supérieures, où je suis restée genre 3 semaines en fac de lettres. C'était vraiment pas fait pour moi de toute façon, mais Donc tu avais fait un bon choix finalement. je pense que j'avais fait plutôt un bon choix parce que je suis revenue à la com juste après, du coup, enfin, comme market. Mais j'avais vraiment cette appétence aussi voilà, pour le français, pour les langues, tout ça. Donc, vraiment ce profil, ouais, plutôt littéraire qui me plaisait aussi. Mais je pense que c'était pas mon profil professionnel. Donc là, tu fais toute ta scolarité, ça s'enchaîne, les choses, tu saisis les opportunités et tu te rends compte que il y a quelque chose qui te plaît particulièrement dans la com, le marketing digital, c'est la pub. Ouais. Et tu te retrouves en agence. Et donc après, qu'est-ce qui se passe entre, parce que du coup, tu changes pas de métier entre un poste salarié et un poste, enfin, un statut entrepreneuse. Qu'est-ce qui se passe pour que tu dises, tiens, je vais changer au niveau du statut? Bah, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai, le temps où je suis restée en agence. Alors, faut savoir que l'environnement de travail en agence, c'est un environnement qui est très particulier. Et très souvent, dans le monde de la com et du marketing, les boîtes qui recrutent aiment beaucoup les profils qui sont passés par une agence parce que on sait de passer en agence, c'est formateur. Parce que effectivement, comme je disais avant, tu vois plein de clients différents, plein de projets différents, ça t'apprend à être agile, tu as vraiment une montée en compétences que tu peux pas avoir de manière équivalente sur le même laps de temps dans un poste salarié chez l'annonceur, du coup dans une entreprise lambda, qui n'est pas une agence. Donc c'est vrai que c'est un profil en général qui est beaucoup apprécié. Et même pendant les études, tu vois, on nous disait vachement que si on pouvait passer une fois dans notre carrière, dans notre cursus par la case agence, c'était bien et c'était valorisé, même pour nous, voilà, pour apprendre, mais aussi Mhm. pour le marché du travail, quoi. Donc, il y avait un peu cette injonction, déjà, à passer par cette case-là. C'était un peu le Graal, tu vois. Les Ouais. gens qui avaient fait des stages ou des alternances en agence, déjà, tu sentais qu'ils étaient un peu privilégiés par rapport aux autres. Et, c'est vrai qu'on vendait ça un peu la plupart du temps comme un truc, enfin, comme une expérience vraiment cool. Et ça l'est pour plein de raisons, mais vraiment pour cette pluralité, en fait, de projets que tu peux pas retrouver quand tu es chez l'annonceur. Et du coup, toi, tu vas dans cet état d'esprit-là en te disant, ouais, ça va Ouais, être l'expérience de moi, ça ma me faisait carrière, quoi. ouais, franchement, ça me faisait rêver d'aller en agence. Ok. J'essayais de découvrir des jobs, ouais, soit des jobs, soit des stages ou des alternances en agence pendant ma scolarité, enfin, pendant mes études supérieures. Donc, moi, c'était vraiment le Graal, quoi, d'aller en Ouais. agence. Et de l'extérieur, je trouvais ça trop cool. Enfin, évidemment, moi, en plus, pendant mon alternance, du coup, quand je bossais avec l'agence, j'étais côté annonceur, donc j'étais leur client. Donc, ils étaient hyper cool avec moi, forcément. Donc, Mhm. moi, je voyais vraiment le côté très, très positif. Je ne voyais que le positif de l'expérience. Et je me disais qu'en plus, bah, ça allait m'apprendre à être rigoureuse, etc., organisée, flexible, agile, tous les mots qu'on aime bien employer sur le marché du travail. Et ouais, je pense que j'ai un peu idéalisé cette expérience-là. Et dans les faits, ça m'a apporté ça aussi, mais ça m'a apporté aussi d'autres choses plus compliquées.
parce que c'est un environnement qui est ultra stressant, avec beaucoup de pression, avec un rapport au temps qui est très particulier, parce que du coup, je sais pas si tout le monde sait un peu comment ça marche en agence, mais en gros, la plupart des agences, tu as ton emploi du temps pour la journée, pour la semaine, où en gros, tous tes créneaux de la journée pratiquement sont remplis par tel et tel client. Donc, tu commences la journée de 8h à 9h, tu es sur tel client, de 9h à 10h, tu es sur tel client, et on te dit, OK, tu as ça à faire, tu as 1 heure pour faire ça, tu as ça à faire, tu as 2 heures pour faire ça. Et si Ouais, tu as donc besoin de c'est plus de hyper temps, cadré. ouais, c'est hyper rigide, hyper cadré. Et si tu as besoin de plus de temps que ce que tes managers et les chefs de projet estiment que tu vas passer sur le projet, tu peux pas. C'est pour ta pomme, quoi, en gros. Ouais. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Et moi, qui suis vraiment une flamme libre d'énergie, je déteste. Enfin, je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, à quel point je détestais avoir ce genre de contraintes, parce que en alternance, j'avais vraiment des conditions de travail qui étaient hyper cool, beaucoup de flexibilité, beaucoup de télétravail, un management vraiment hyper bienveillant, hyper cool. Donc, puis j'avais pas beaucoup d'expérience aussi sur le marché du travail, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, j'avais quitté l'expérience précédente où j'étais pas non plus hyper à l'aise dans l'environnement de travail. Et du coup, c'est vrai que en arrivant en agence, ouais, j'ai découvert ça et je me suis rendu compte qu'en fait, cette façon de travailler, c'était pas du tout fait pour moi, quoi. C'était Ah bah vraiment si on en vient à brider l'âme créatrice, ça plaît pas quoi. Ça enlève, ça t'enferme quoi. ouais, et puis pour le coup, moi, j'avais pas ce côté créatif en fait Mm. en agence, parce que j'étais vraiment que exécutante sur la partie vraiment Technique. technique, ouais, technique, paramétrage. Et en fait, par exemple, les visuels des publicités, etc., c'était pas moi qui les créais, c'était des graphistes ou c'était les graphistes des clients. Et en fait, moi, j'avais pas du tout de créativité. En fait, Ouais. je recevais tout ce qu'il fallait que je mette dans la publicité et juste, j'en faisais, je la faisais Oui, tu tourner, quoi. paramétrais. Mais j'avais plus du tout cet aspect créatif qui me manquait énormément. Mm. J'étais vraiment exécutante, quoi. Voilà. Et ça, j'aimais pas. Oui, je me doute. Et du coup, c'est quelque chose que tu as rapidement compris que ça allait pas le faire? Ouais, j'ai quand même vite compris que déjà j'ai un peu déchanté par rapport à Mm. ce que j'imaginais. Je suis un peu descendue j'ai un peu descendu l'agence de son piédestal en disant ouais, ok, en fait c'est pas vraiment ce que j'imaginais. C'est pas vraiment aussi cool que ce que t'imagines. Voilà. Moi, je me disais, je vais être tout le temps en déplacement chez des clients, je vais rencontrer plein de gens, je vais faire des soirées RP, des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout, quoi. Et j'étais vraiment tout en bas de l'échelle, tout en bas de C'était très l'échelle. cloisonné en fait, en termes de Ouais, métier. c'est vraiment des silos, c'est très Mm. cloisonné, et vraiment sur un système où en gros, t'as les petites mains, les petites fourmis, voilà, comme j'étais, quoi. Mm. Et puis après, du coup, t'es vraiment exécutant. Enfin, moi, j'étais vraiment exécutante, quoi. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Enfin, j'ai senti que c'était pas fait pour moi, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment tu passes de je déchante de cette expérience à je me mets à mon compte? Bah, il s'est passé du coup 2 ans quand même. Donc, il y a eu le Covid entre-temps. Donc, Mm. ce qui fait que t'avais pas autant de flexibilité aussi voilà, pour changer de C'est pas le poste. moment de lancer quelque chose de nouveau, quoi. Non, c'était pas le moment. Et en fait, moi, jusqu'à là, je m'étais jamais vraiment posé la question de me lancer à mon compte. Et je me rappelle même que quand on était, il me semble, en licence, un des profs nous avait posé la question, il y en a parmi vous qui veulent se lancer à leur compte et tout. Et je me rappelle avoir dit, ouh là là, non, non, moi, c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime mon petit confort de salarié. Ça me stresserait trop. Puis je serais pas à la hauteur. J'ai pas assez de compétences. Je suis pas à la hauteur, quoi, en gros. Enfin, non, non, Mm. non, non, merci. Et donc, en fait, jusqu'à vraiment tard, c'est un truc qui m'a pas du tout effleuré l'esprit. Pour moi, c'était genre, C'était j'en suis même pas. pas genre plus tard je le ferai, c'était genre Non, non, c'est pas pour moi. non, je pense que je m'en sentais pas capable. OK. En fait, je pense que j'ai eu besoin justement de passer par des expériences professionnelles qui m'ont permis de monter en compétences Mmh. de technique avant de me dire, ok, là, je me sens de pouvoir envisager en tout cas cette idée. Mais non, il y a eu un long processus. En fait, justement, j'ai eu ce moment où je me suis dit, ouais, en fait, l'agence, j'idéalisais vraiment ça comme le truc où fallait aller. Enfin, limite, Ultime.
pas le but ultime, mais en tout cas, mon but à moyen terme, tu vois, professionnel. Donc, je me suis dit, en fait, je vais faire quoi? Parce que mon expérience d'avant, elle s'était pas très bien passée. Donc, je me dis, je pourrais retrouver une autre boîte comme là où j'étais en alternance. C'était cool, mais ouais, le contexte Covid faisait qu'il y avait aucune opportunité professionnelle. Donc, j'étais un peu coincée dans ce truc-là. Donc, en fait, j'ai laissé passer un peu le temps. Et puis, du coup, c'était un peu plus souple aussi parce que on n'était pas en présentiel. Donc, moi, ça m'allait bien aussi d'être en télétravail. Je ressentais moins la pression, on va dire, du management, etc. Donc, j'ai un peu laissé couler le truc. Et franchement, je saurais pas trop. Enfin, je me rappelle plus vraiment s'il y a eu un moment exact où m'est passé par la tête l'idée de me lancer à mon compte. J'arrive pas à me rappeler, tu vois, s'il y a eu vraiment un instant T. Après, ça peut être, il n'y a pas forcément de gros déclics précis, mais ça peut être comment dans ton esprit c'est passé de je me sens pas du tout légitime, donc expliquer par l'expérience, ça te permet un peu. Est-ce que c'est le contexte qui fait que il y avait plus trop d'opportunités à ce moment-là au niveau salariat et tu te dis bon Non, du coup je non, change? je pense que c'est vraiment, en fait, je pense que j'ai vraiment eu cette réflexion de me dire, là, j'en ai vraiment marre de me faire, de cet environnement. J'en ai marre du management, j'en ai marre d'être bridée, d'avoir un emploi du temps comme au collège, d'être vraiment une exécutante, d'avoir plus de créativité, de pas pouvoir gérer mon temps comme je le veux, d'avoir une énorme pression au travail. Donc, comment est-ce que je pourrais sortir de ça? Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de me dire, tiens, si j'avais pas de patron, ce serait mieux. Ben oui, pourquoi pas. Donc, je C'est pense une que façon comme une autre. je sais Ok. que plus loin que je réfléchis à ça, mon but en me lançant à mon compte a toujours été de servir ma vie personnelle et que c'était pas un objectif, tu vois, professionnel, c'était pas un objectif d'argent ou L'argent, ouais. vraiment pour que ma vie pro soit au service de ma vie perso et pas souffrir au travail, quoi. Parce que j'étais Ouais. vraiment en souffrance. La dernière année, on va dire, j'étais vraiment, vraiment en souffrance au travail, au point que j'ai même fait 3 mois d'arrêt maladie à la fin, les 3 derniers mois, parce que j'étais plus capable de travailler là-bas, quoi. Et donc, comment tu entames cette transition entre justement cette souffrance qui est là et qui du coup peut aussi amoindrir l'énergie que tu as pour te lancer dans un projet à ton compte. Et on le sait, sur le podcast, on parle beaucoup de ça. Il y a besoin de beaucoup d'énergie et de temps pour monter son projet. Comment tu gères tout ça, toi, cette transition? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir cette idée-là qui a émergé. Et en fait, très vite, comme pour beaucoup de projets dans ma vie, je me suis vite emballée et je suis vite tombée en amour avec ça en me disant waouh, il faut que je fasse ça, quoi. Genre, en fait, d'un truc qui n'était pas du tout envisagé, ça s'est vite transformé en évidence que ok, il faut que je le fasse, quoi. Donc, j'ai réfléchi un peu de façon stratégique parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais aussi d'autres projets perso. Donc, en fait, j'ai un peu joué ma partie d'échec à ce moment-là parce qu'en gros, avec mon conjoint, on voulait acheter une maison à ce moment-là. Et donc, j'étais en CDI, j'avais un statut cadre. Donc, je me suis dit, OK, si on veut acheter une maison, il faut le faire avant que je me lance. L'idée est déjà germée à ce moment-là. Mais je me suis dit, stratégiquement, il faut qu'on achète notre maison avant que je me lance à mon compte. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, on a procédé un peu par étapes. En gros, on savait qu'on avait projet, du coup, d'achat immobilier, qu'on avait aussi, quelques temps après, pas tout de suite, mais en tout cas, à moyen terme, le projet d'avoir un enfant. Et donc, il fallait imbriquer le pro et le perso pour que ce soit le plus stratégique possible. Donc, c'est pas très sexy dit comme ça, mais dans les faits, il fallait Ça correspondait à ton objectif que ta vie pro serve ta vie perso et que tu sois plus dans cette souffrance-là que tu avais peut-être qui aussi déteignait sur ta vie perso, justement, parce que si tu es en souffrance au travail, souvent ça déteint aussi sur ta vie. Pour être passé par là, moi je l'ai vécu aussi, donc oui. donc c'est cohérent en tout cas ce que tu racontes. Il y a plein de parcours différents. Peut-être que c'était pas une vocation à la base de te mettre à ton compte, mais ça a été une réponse à un objectif à un instant, quoi. Ouais, ça a été vraiment une réponse à mon mal-être à ce moment-là, et je l'ai vu vraiment comme la solution à tous mes problèmes. Porte de sortie. Et du coup, ouais, en fait, on a fait comme un espèce de plan d'action. C'était ok, priorité, c'est d'acheter une maison. Ça, c'est la priorité
Comme ça, plus vite on achète, plus vite je peux me barrer. Et du Donc, coup, c'est aussi quelque part quelque chose qui t'a fait tenir ouais, dans ton job? Parce que ouais, ça permet d'avoir un objectif et de dire: «OK, je sais pourquoi je reste encore aujourd'hui», même si, c'est ça. c'est dur et ça enlève pas la souffrance que tu Non, traverses, mais tu te dis: «OK, j'ai une échéance, quoi». ouais, il y avait vraiment cette vision de me dire: «OK, bientôt ça va être fini, Mmh. étape par étape» et vraiment, en fait, le but était, palpable, quoi. Donc, Mmh. ouais, on a commencé du coup tout de suite, dès que l'idée a germé de me mettre à mon compte, tout de suite on a commencé à faire des visites. Heureusement, on a trouvé assez rapidement la maison. Donc dès qu'on a trouvé la maison, qu'on l'avait achetée, je me suis dit, ok, maintenant je peux partir quand je veux. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que je pouvais pas me lancer. Enfin, c'était mieux d'avoir une rupture conventionnelle, quoi. Mais oui, et puis il faut Donc le tenter, hein. voilà, j'y suis allée en disant que ça me correspondait plus, sans dire vraiment que je voulais me lancer à mon compte parce que c'est toujours un peu mal vu hein, quand tu es en agence et que tu te lances en plus en freelance, c'est toujours un peu ces problématiques de Mmh. concurrence, etc. Et en fait, il y Ça avait aurait pu tellement, te desservir ouais, il y sur avait la tellement rupture. une ambiance toxique et nocive que je savais que des gens pouvaient vraiment me mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Je voulais vraiment que ça reste secret, je voulais faire mon truc de mon côté, je voulais pas leur dire que c'était pour ça que je voulais partir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai voilà, j'aurais dit que j'étais plus épanouie dans ce qui était vrai hein, j'ai pas menti, je leur ai juste pas dit que je voulais me lancer à mon compte, mais j'ai dit voilà que j'étais plus épanouie dans ce cadre-là, dans cet environnement, dans cette pression, dans cette façon de travailler et que du coup, j'avais vraiment un mal-être quoi et je l'avais déjà dit plusieurs fois avant, pendant des entretiens RH, des entretiens annuels, des choses comme ça. Je l'avais déjà quand même signalé qu'il y avait Mmh. beaucoup de choses qui n'allaient pas. On était plusieurs aussi à l'avoir fait. Donc, c'était pas trop une surprise pour eux. Mais ils pensaient pas qu'on en arriverait au point, voilà, où je vais y partir, quoi. Donc, j'ai demandé ma rupture. J'ai bien préparé mon speech et tout. J'étais assez contente. Et on m'a juste dit non. Sympa! Non, non, non. On fait pas de rupture pour des raisons pareilles. Donc, non, débrouille-toi. C'est pas notre problème. Si t'es malheureuse, donc non. Et ils ont pas cherché non plus à t'aider, ils ont dit: «Tu restes, ou tu t'en vas, de ton plein gré», quoi. Ils ont dû me proposer, je pense, des petites solutions, mais des trucs en fait qui auraient pas changé mon quotidien, quoi. Enfin, de toute façon, Mmh. c'était le fonctionnement de l'agence, donc on pouvait Oui, pas révolutionner le truc, quoi. et ils Mais voulaient non, pas non, te laisser partir pour autant. non. Donc ouais, j'ai fait ma demande de rupture, sachant que j'avais moins de 2 ans d'ancienneté à ce moment-là, donc ma Mmh. rupture leur avait vraiment rien coûté. Donc en fait, c'était juste vraiment pour m'empêcher de partir. Enfin, et ils se sont dit, elle va pas démissionner si elle a rien derrière. Ouais. Donc, parce que du coup, j'ai pas dit que par exemple, je cherchais du taf ailleurs ou un truc comme ça. Genre, j'ai juste dit, bah, je Oui, tu es pourrais bien. arrivée avec ton mal-être et tu as demandé à ce qu'on t'aide à en sortir de la Ouais, meilleure manière et on t'a dit non. voilà. Et du coup, ouais, je me rappelle d'avoir fait l'appel en visio avec ma RH, que je détestais, et qui, genre, je sais pas, on a raccroché et 5 minutes après, elle m'a dit, bah non. Du coup, voilà. Genre, ils ont même pas Mmh. réfléchi. C'est genre, déjà non. Je crois même qu'elle m'a peut-être dit non, même pendant la visio. Je crois qu'elle m'a tout de suite arrêté en disant, c'est mort, t'en auras pas, quoi. Et je sais que j'avais eu des collègues qui avaient eu des ruptures, mais qui avaient été en arrêt, genre pendant 3, 4, 5 mois, et où vraiment les relations étaient hyper Mmh. compliquées. Il fallait en arriver là, ou saisir les syndicats et tout, pour pouvoir avoir une rupture. Et moi, je voulais pas me battre. Tu pas envie de te battre, ouais. J'avais pas envie de me battre, j'avais pas envie de perdre du temps. Enfin, je voulais pas, quoi. Donc j'ai dit, je démissionne. Voilà, ok, je démissionne. Et Par ça, contre, du coup, tu le décides dans la foulée ou il se passe quand même un temps? même, Toi, tu voulais partir, quoi. ouais, je voulais partir. En plus, j'avais 3 mois de préavis. Donc, Mmh. Oui, j'ai puis tu démissionné. pouvais pas négocier le préavis, j'imagine. Non, non. Donc j'ai démissionné dans la foulée. Quand elle m'a dit bah non, t'as pas de rupture, j'ai démissionné et je suis allée voir mon médecin et du coup j'ai dit je peux pas y retourner. Enfin, en plus maintenant que j'ai pris la décision de partir, Bah oui, c'est dur. impossible pour moi. Enfin vraiment, c'était impossible pour moi. Et le problème c'est qu'il y avait vraiment dans cette entreprise comme dans beaucoup un peu ce silence treatment autour des gens qui partaient. Donc en fait, quand tu faisais ton préavis, plus personne ne te calculait. C'est Donc, horrible. enfin, vraiment, tu avais des rapports qui étaient hyper froids, encore plus qu'avant. Enfin, vraiment, tu étais catégorisé voilà, comme la personne qui va Ouais, partir. Tu étais vraiment voilà, ouais. C'est hyper toxique, comme environnement, en tout cas, hein. Ouais, ouais, vraiment. Et du coup, je me suis dit, non, mais je peux plus.
je peux plus y retourner, quoi. Enfin, vraiment, maintenant que j'ai pris la décision de partir, je veux plus y retourner. Je veux plus y retourner. Donc, du coup, au début, c'était pas si définitif. Je me suis dit, je laisse passer un peu de temps et je verrai si j'y retourne, voilà, le temps de voir si j'en suis capable. Et en fait, comme souvent, hein, quand tu t'arrêtes, pour revenir après, Ouais, c'est c'est important. souvent là que, même pour des personnes qui en sont pas à ce stade-là, de décider de partir et qui se disent juste, ouh, ça va pas, je vais m'arrêter un temps et puis si ça va repartir. Et c'est à ce moment-là que on se rend compte en fait on est plus en mesure de repartir physiquement même, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, juste en fait l'idée, je me rappelle que j'étais terrorisée à l'idée d'allumer mon Teams, à l'idée d'ouvrir mes mails. Donc du moment en fait où j'ai envoyé ce jour-là ma lettre de démission et mon arrêt, je n'ai plus jamais ouvert mon ordi. Mais plus jamais. Mon ordi du boulot, je l'ai plus jamais rouvert. J'en étais incapable parce que ça me faisait une angoisse de fou, quoi. Et jusqu'au jour où je suis allée rendre mes affaires, je n'ai plus jamais lu mes mails. Je me rappelle avoir juste mis une réponse automatique en mode je suis absente pour une durée indéterminée. Et c'est tout. Et c'est tout. Et je suis allée rendre, mais tellement que j'étais angoissée et que c'était un environnement toxique, je suis allée rendre mes affaires. Je me rappelle c'était hyper tard, genre c'était 18h, un truc comme ça, pour être sûre de croiser personne et de ne dire au revoir à personne. Je suis partie comme une grosse voleuse, vraiment. Alors que Ah les ouais, gens mais me c'était ce que disaient, t'avais besoin. ah ouais, ouais, vraiment. Puis ça, enfin, c'est pas ma nature que de faire ça, quoi, mais j'étais tellement. Ah ouais, j'avais tellement pas envie de... Surtout si personne te parlait parce que tu partais en plus, ça donne pas envie de dire au revoir, quoi. Non, non, Je non. comprends. Donc ouais, je suis partie vraiment, pour le coup, ouais, comme une voleuse, Et là, vraiment. gros soulagement. Ah ouais, franchement, jusqu'au jour où j'ai rendu mes affaires, j'avais vraiment le stress, quoi. Et ouais, énorme soulagement, je me rappelle, mais oh là, tu sais, la bouffée d'euphorie en sortant, là, je me sentais mais libre. C'était génial, quoi. Et puis du coup, pendant ce temps où j'étais en arrêt, pendant ces 3 mois, bon, il y a eu un petit temps où vraiment déjà, il fallait un peu que j'encaisse le coup, mais très rapidement, je me suis mis du coup dans mon projet. Et en fait, j'ai pu préparer, poser toutes les bases de mon, voilà, de mon lancement, quoi, en indépendante. J'ai suivi une formation et tout, donc j'étais vraiment déjà Ouais, dans t'étais ce... déjà dans après, quoi. J'étais déjà dans le après, si bien que j'ai eu vraiment 3 mois en fait où j'ai pu m'évader de ce mal-être et me concentrer à 100% sur mon nouveau projet et mettre plein de trucs en place, quoi. Et donc pour ce nouveau projet, comment tu t'y prends? Tu dis que tu as suivi une formation, donc sur quoi tu sentais que tu avais besoin d'aide ou d'accompagnement? Qu'est-ce que tu pensais pouvoir faire seule et que tu as fait seule? Comment ça s'est passé du coup cette préparation? Je me rappelle que j'étais très impressionnée et très... Enfin, j'avais besoin qu'on me guide sur tout ce qu'il y avait à faire pour la création d'une micro, tu vois, pour tout ce qui était administratif, compta, tous ces aspects-là que je maîtrisais pas du tout. Autant pour la com, le marketing, ça Ça, va, c'était parce que OK? c'est proche de mon métier du coup. Mmh. Mais plutôt pour tous ces aspects-là autour que je maîtrisais pas du tout. Enfin, même juste en fait de faire ma création d'entreprise, numéro de SIRET, mes déclarations URSSAF au début, mais je me rappelle que ça me stressait mais énormément. J'avais l'impression que c'était hyper Bah oui, c'est compliqué. nouveau. Oui, c'est nouveau C'est et nouveau puis et puis quand tu es salarié, c'est pas quelque chose non. qui est facile, c'est pas très bien expliqué non plus. Donc tu Mais as pris une formation plutôt sur le côté entrepreneuriat. alors c'était vraiment c'est la Micropreneur Academy que j'ai fait où en gros c'est une formation en ligne, une grosse formation en ligne où dedans tu as vraiment tous les aspects en fait guidés de la création d'entreprise en micro. Donc voilà, enfin t'as tous les aspects quoi, administratif, compta, gestion financière, marketing, com, site web, enfin, t'avais vraiment tous les aspects et c'était vraiment étape par étape et donc c'était super. Enfin, ça m'a vraiment aidé à me structurer et puis ça m'a rassurée sur tout ce qu'il y avait à faire en fait. Parce que tout était hyper bien expliqué, tout était guidé, des tutos, des trucs et tout. Donc en fait, pour tout ce qu'il y avait à faire, j'étais hyper rassurée et j'avais vraiment l'impression que du coup, j'oublierais rien. Et du coup, ça, tu le fais avant de te lancer. Donc, ça te Ouais, permet de te préparer. Du coup, c'est comme tu ça. disais, de te rassurer, tout ça.
Ouais. Et ensuite, comment tu prépares ce lancement, comment tu sais ce que tu vas vendre, comment tu fais cette transition de je suis salarié, j'ai une fiche de poste, on me dit ce que je dois faire heure Ouais. par heure, à maintenant c'est moi qui vais aller au-devant des clients et qu'est-ce que je leur offre, qu'est-ce que je leur propose. Bah, en fait, au tout début, comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment cet aspect créatif qui me manquait. Donc, je voulais vraiment, la créa me manquait, je voulais faire des visuels, je voulais faire des pubs, je voulais faire des posts, je voulais vraiment être dans la création. Mhm. Il m'avait vraiment, vraiment manqué. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc un peu hybride au début, où en gros, je proposais une seule formule. Je voulais cibler plutôt les TPE-PME. Et en gros, une formule qui mélangeait de la pub avec du community management, où en gros, bah, je proposais un forfait de posts, voilà, création de posts, où je l'ai créé, je l'ai posté. Et je l'ai sponsorisé pour vraiment élargir le périmètre de visibilité, gagner des abonnés et tout. Donc c'était vraiment une formule ouais un peu hybride. Et comme ça, bah, je renouais avec ce côté créatif qui m'avait Mhm. manqué. Et en même temps, c'était pas si bête parce que par rapport au community manager qui existait, bah, j'avais un peu une assurance de résultat parce qu'avec la pub, bah, forcément, il y avait une portée qui était beaucoup plus large avec des gains Mhm. d'abonnés plus grands que quand tu fais du CM classique, quoi. Donc j'ai commencé par faire ça. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que pour être rentable en tant que community manager, c'était très très compliqué. Et en fait, ouais, de vendre que mon temps, c'était pas rentable du tout, quoi. C'était pas rentable. Mhm. Bon, après, comme beaucoup au début, quand je me suis lancée, mes tarifs étaient pas bons, mes tarifs étaient trop bas, je passais trop de temps sur les projets des clients et tout. Donc assez rapidement, je me Et suis est-ce que dit bon, là, tu te rends compte, enfin, tu te dis, je comprends un peu les agences qui time les ouais, projets bah par rapport oui, à la oui, renta? oui. Ouais, clairement. Bah, moi-même, j'ai essayé de me timer parce Mm. qu'en plus, j'avais un peu gardé, tu sais, les réflexes que je pouvais avoir en agence, justement, à toujours regarder le temps. Et même encore maintenant, ça m'arrive de me dire, OK, là, j'ai telle tâche. OK, chrono, je regarde l'heure, j'ai 30 minutes pour faire ça, faut qu'en 30 minutes, je l'ai bouclé. Bon, maintenant, beaucoup moins. Mais pendant longtemps, j'avais encore ce truc qui était vraiment resté ce traumatisme de l'agence. Et donc, ouais, je me suis dit, il faut que j'arrive à mieux gérer mon temps. Et surtout, en fait, finalement, le CM, ça me paraissait super attirant de cet aspect créatif-là. Mais en fait, je me suis dit, non, ma valeur ajoutée, moi, elle est pas là. Ce que je sais faire depuis toujours, c'est la pub. À la base, c'est ce que j'aime faire. Ça a été dénaturé par ma dernière expérience, mais en fait, non, je peux quand même faire de la créa. Mais tu avais besoin peut-être d'un sas de décompression avant de te remettre dans la pub et d'avoir vraiment envie de le faire? Ouais, exactement. Je pense que j'avais besoin de prendre un peu du recul par rapport à ça. Même si voilà, j'ai quand même continué d'en faire pendant ce temps-là, mais pas de manière aussi intensive, quoi. Et donc je me suis dit non, moi mon cœur de métier c'est la pub et surtout c'est ça ma valeur ajoutée, quoi, parce que au final des CM il y en a beaucoup. Je me suis rendu compte que le marché était un peu pollué et des experts en pub il y en a pas beaucoup moins, on n'a pas beaucoup. Et en fait je me suis dit, ok, là cette niche elle est beaucoup plus intéressante. Moi c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire de mieux. J'ai une vraie expertise technique voilà que d'autres n'ont pas, quoi. Ah, là, Donc on rentre dans un alignement entre ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et vraiment, ce pourquoi tu pourrais être payé, si je peux un peu exactement. paraphraser l'ikigai. C'est ça. Ouais, vraiment Mais c'est oui, du ça. coup, ça coche plusieurs cases, quoi. Et tu te dis, là, tu renoues avec vraiment tout ce qui peut te convenir en termes d'alignement à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis je fais un peu des recherches. Bah, après, je connaissais un peu aussi les taux, tu vois, les taux horaires des services de pub en agence, tout ça. Même si c'était pas forcément représentatif des freelances, mais je savais que je pouvais me vendre entre guillemets beaucoup plus cher. Et franchement, ouais, au début, j'avais besoin de faire tourner aussi mon taf, quoi, mon business. Donc du coup, ouais, je me suis dit, c'est plus stratégique, il y a plus de demandes, les entreprises sont vraiment prêtes à payer plus cher que pour des services de CM, voilà. Mhm. Donc ouais, je Et me ça, suis dit, ce switch-là, tu le fais rapidement? Comment ça se passe? Parce que du coup, tu démarres avec une offre hybride CM pub. Et à partir de quand? Ou est-ce qu'il y a un déclencheur à ce moment-là qui te fait basculer vers la ouais, pub j'étais en train de 100%? réfléchir, mais Mais je me disais, c'était quoi? bah en fait, attends, du coup, on rembobine un peu, je quitte l'agence, enfin, je finis mon préavis, je rends mes affaires en septembre 2022. Je monte mon entreprise un mois après, je crois. Fallait que j'attende un mois par rapport à Pôle emploi ou je sais plus, bref.
fin octobre, je monte mon entreprise officiellement. Et en janvier, je tombe enceinte. En Ah, janvier ça me de fout les frissons. Et oui. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis marraine du fils de Manon. Voilà. On va pas pleurer, hein, Donc, chez les podcasts. donc on refait l'histoire, mais nous, en fait, on l'a déjà vécu, mais bon, il y a toujours autant d'émotions. Bon, on a l'alarme facile avec Emma, donc voilà. Voilà. Et du coup, ouais, je tombe enceinte en janvier. Et en fait, les premiers mois de mon entreprise ont été ont été un peu difficiles parce que mon père était malade. Du coup, en fait, j'ai pas pu travailler. Enfin, j'ai fait le choix de pas, de rester auprès de mon père, énormément. Donc, en fait, j'étais pas à fond dans mon entreprise, j'étais pas à fond dans mon lancement. C'était un peu, bizarre, quoi. Enfin, au contraire, toute l'euphorie que j'avais eue pendant la préparation est un peu retombée après, parce que du coup, j'étais concentrée sur ça. Et donc, je tombe enceinte après. Donc, même si j'avais 2-3 clients un peu comme ça, là, en CM, tout ça. Bon, je tombe enceinte, je continue à faire mon CM pendant ma grossesse et tout. Et je coupe complètement, du coup, pendant 4 mois après mon accouchement. Donc, on est rendu en octobre 2023, donc 1 an après mon lancement d'entreprise. Et donc, de octobre à mars, octobre à février à peu près, juste 4-5 mois, je coupe pratiquement complètement. J'ai pas trop le temps de réfléchir à ce que je veux faire en rentrant pendant ce temps-là parce que je suis bien occupée avec mon bébé. Mais du coup, je sais que quand je reprends, j'ai plus envie de faire cette formule de CM parce que je sais que j'ai passé trop de temps, que je passais trop de temps, que je vendais trop mon temps pour pas beaucoup d'argent. Donc je me dis, là, si je veux en plus pouvoir passer du temps avec mon enfant, gérer toutes les sphères de ma vie, il va falloir qu'on repense le truc, qu'on fasse autrement. Et en plus, je suis restée du coup avec mon bébé pendant toute la première année de sa vie. Donc du coup, c'était hyper compliqué. Enfin, vraiment, ma première année d'entreprise, au final, j'ai pas du tout pu travailler autant que ce que j'aurais imaginé comment j'imaginais mon lancement, quoi. Mais au final, maintenant, je suis très contente que ce soit tombé à ce moment-là. Parce que je me dis que si là, maintenant, je devais tout mettre en pause pendant 1 an, ce serait compliqué. Enfin, en tout cas, de continuer de gérer comme j'ai géré et Ouais. m'occuper de mon enfant pendant 1 an. Ouais, parce que tu as quand même géré tes clients quand même si c'était pas, enfin, tu remplissais pas ton agenda à 100%, Non. tu avais quand même toujours des clients au milieu de tout ça, quoi. Donc il fallait Ouais, quand même j'avais assurer. donc j'avais anticipé les dernières semaines de ma grossesse. J'avais programmé des mois et des mois et des mois de contenu en avance, justement pour pouvoir vraiment couper, quoi, ou en tout cas regarder le moins possible l'ordi. Donc j'ai beaucoup travaillé en fin de grossesse pour avoir cette tranquillité-là. Mais bon, à la base, j'avais pas prévu de passer 1 an avec mon fils et puis au final, j'ai passé 1 an avec lui. Donc j'ai dû reprendre quand même, quoi, au bout d'un moment et le gérer en même temps. Et c'est vraiment là où je me suis dit, bon, déjà, oublie pas que tu as monté ton entreprise pour avoir plus de temps, moins de pression, pour travailler moins que ce que tu travailles en agence. Et pour servir ta vie perso. Et pour servir donc voilà, ma vie perso et ma vie familiale en plus maintenant. Donc il fallait fallait rebattre les cartes, retrouver des équilibres, des systèmes. Et donc petit à petit des choses se sont mis en place. Mais en gros, on va dire que la première année, la première année de mon entreprise, elle a été vraiment un peu mise en pause, quoi, au service de ma vie de maman. Et puis en fait, Mais finalement, c'est aussi ce que tu recherchais à la Ouais. base. Et même si le lancement du coup business a pas été celui que tu avais peut-être préparé, imaginé ou projeté, au final, il a quand même toujours servi de l'objectif premier. Ce que tu aurais peut-être pas pu faire en agence, d'être 1 an avec ton fils, ça aurait pas été envisageable dans Ouais, c'est n'importe quelle entreprise. Et la chance que j'avais, c'était que du coup, même si j'avais démissionné, 3 mois après, j'ai pu avoir quand même mon chômage dans le cadre de la création d'entreprise. Donc en fait, du Ok. moment où je suis tombée Ah, c'est enceinte, bon j'ai à savoir ça. eu le chômage. Ouais. En fait, tu peux, si tu démissionnes, mais que c'est dans le cadre du coup d'une création d'entreprise, en fait, si tu prouves que pendant ces 3 mois-là, tu as bossé, tu as monté ta boîte, etc. En fait, tu dois monter un dossier. C'est un truc, c'est chiant, hein. Par contre, c'est vraiment chiant à C'est de faire. l'admin, quoi. C'est de l'admin, c'est chiant, faut nous faire un dossier avec ta conseillère pour l'emploi et tout. Enfin, franchement, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais du coup, tu as accès. Alors, c'est sous réserve que tu avais travaillé avant. Enfin, que tu avais accumulé assez de droits avant.
Ok. pour pouvoir les réouvrir. Donc, vu que moi, j'avais fait 2 ans d'alternance, 6 mois de CDI, plus presque 2 ans de CDI en agence, bah, c'était bon. Mais du coup, bah, ouais, il y avait, et par contre, c'est les 3 mois, c'est incompressible. Donc, pour Ouais. ceux qui veulent, qui l'envisagent, si tu démissionnes dans le cadre de te lancer à ton compte, il faut que tu prévois 3 mois de Pas de rentrée d'argent. voilà, de pas de rentrée d'argent et que tu aies un peu d'économie pour pouvoir vivre. Parce que pendant 3 mois, t'as rien. Mm. Voilà. Mais Et toi, ça te faisait pas peur, du coup, c'était devenu tellement, je reviens un peu en arrière, du coup, dans ce qu'on disait, mais c'était devenu tellement impossible pour toi de rester dans cet ouais, environnement-là que le prix à payer de finalement ne pas avoir de revenus ouais. était finalement enfin, était plus un avantage un désavantage, quoi. Bah, en fait, du coup, j'avais un peu anticipé du moment où j'ai commencé du coup à me dire que j'allais me lancer à mon compte et tout, même un peu avant que je sois en arrêt, mais j'avais commencé déjà du coup à me renseigner justement sur les différentes possibilités parce Mhm. que très voilà, j'aime bien connaître mes options et tout. Donc du coup, je m'étais dit OK, si j'ai une rupture, si j'ai mon chômage, mais si j'ai pas de rupture, comment je fais? Je dois démissionner, est-ce qu'il existe des trucs et tout? Donc du coup, je C'est m'étais comme ça que tu renseignée. avais trouvé ça, du coup? J'avais trouvé ça et je crois que j'avais fait un accompagnement même CEP à ce moment-là aussi. Conseil À en évolution professionnelle. voilà, exactement, pour connaître justement mes options. Et je crois que c'est Mhm. le CEP qui m'avait donné ces options-là, de me dire vous aurez ce délai de 3 mois de toute façon dans le cadre d'une création d'entreprise. Mais il existait un autre truc aussi, mais c'est si ton employeur a été était partant en gros si tu te lances enfin si tu quittes ton job pour te lancer, ton employeur peut te soutenir. Je sais plus exactement ce truc là, mais tu as un processus en gros qui fait que Ça, je connais pas. avoir des aides financières, des trucs comme ça, mais bon, enfin faut que Ok. ton Bon, employeur c'était pas valable avec toi, quoi, moi dans ta c'était mort. situation. Mais du coup, en gros, du moment où j'ai su que je pouvais avoir ce délai de 3 mois, je me suis mis un peu d'argent de côté tous les mois en me disant, bah, au moins, voilà, j'aurais de quoi vivre rudimentairement pendant 3 mois. Mais au moins, voilà, j'avais un Hmm. peu anticipé Donc, tu as ça. quand même préparé pour bah, la transition, Ouais, le moment où tu savais que tu n'allais pas avoir de revenus. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, notamment de gens qui se lancent et qui disent bah, moi, je ouais, me suis lancée, j'avais rien. Moi, non, j'encourage personne à se lancer sans ah non, avoir un plan. impossible. Euh, Donc ça peut être, il y a plein, en plus il y a plein de façons de le faire, il y a plein d'aides qui existent, comme tu le dis, le CEP est un super conseiller pour savoir ce qui existe. Dans chaque région, il y a des choses différentes aussi, parce que moi j'ai Oui, bénéficié d'une aide de la région, notamment ah oui, sur une formation d'accompagnement à l'entrepreneuriat que du coup j'ai pas payé, et j'ai été ok, accompagnée par une nana qui était dédiée à ça, donc à la création d'entreprise, qui m'a aidé à faire un business plan, à monter mon business plan financier. Et c'est ce qui m'a permis aussi de monter un dossier avec Pôle emploi pour que Pôle emploi finance ma formation que j'ai faite derrière pour mon métier, pour me former à oui, mon métier. oui, Donc ouais, faut pas hésiter à quand même sécuriser le projet. oui, C'est important d'avoir un filet de sécurité. Et enfin, moi, je conseille vraiment à personne que j'accompagne de se lancer sans savoir où il va et d'avoir ces options en se disant, bah, toi, tu savais, tu avais 3 mois où tu savais que tu n'avais pas de revenus. Donc après, tu vois aussi avec les situations dans lesquelles tu es, est-ce que tu as de la famille, est-ce qu'avec le conjoint, c'est possible. Enfin, voilà, il y a plein de il y choses a à prendre en compte. Mais ouais, en tout cas, il faut pas le prendre à la légère. Et je pense que c'est un facteur qui fait vraiment partie de la réussite aussi de ton projet. Mm. Parce que, ouais, enfin, le problème, c'est que du coup, si tu n'anticipes pas, bah ouais, tu peux te retrouver à prendre un job, du coup, pour juste un job alimentaire, mais du coup, tu n'as pas le temps de te focaliser sur ton entreprise. Donc, en fait, tu peux passer à côté de ton projet aussi. Et je sais que moi, c'est un truc que je m'étais dit, c'est pour ça que j'avais économisé en me disant je veux pas faire un job à côté, même un mi-temps ou quoi, juste pour gagner de l'argent. Je veux vraiment pouvoir me focus que sur Mhm. vos projets, quoi. Mais ça Sur reste une option pour des personnes qui n'ont pas la possibilité oui, de d'épargner, parce qu'épargner reste un luxe, hein, tout le monde ne peut pas exactement. se le permettre. Mais si on a la possibilité et qu'on peut le faire, ben tant mieux, parce que c'est clair que c'est ce que je dis aussi à toutes les personnes que j'accompagne dans l'entrepreneuriat. Si tu te lances, si t'es pas à 100% sur ton projet, tu peux pas espérer atteindre les résultats que tu te souhaites dans le temps que tu aimerais. Parce que tu peux pas les atteindre si tu mets pas toute ton énergie dessus. Donc il faut être C'est ça. conscient que par contre, si on est dans l'obligation d'avoir un mi-temps ou voilà d'avoir une autre activité en Ouais. parallèle, bah, ça va diminuer le temps disponible pour travailler sur le projet et donc L'énergie. potentiellement le projet va mettre plus de temps Ouais. à réussir, quoi.
Mais bon, c'est une option. Enfin, voilà, je sais qu'il y en a Voilà. qui prennent des points à côté. Il Enfin, n'y a voilà. pas de mauvaise option, il faut juste Non, réfléchir à son projet en fonction de toutes les contraintes qu'on a nous aussi, tu vois. mais voilà, ce qui nous convient aussi par rapport à notre fonctionnement. Mais je pense que c'est quand même plus compliqué, ouais, enfin, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps de monter une entreprise, quoi. Donc, le plus on peut avoir de la disponibilité physique, psychique, temporelle, énergétique, C'est mieux, c'est sûr. c'est mieux. C'est clair. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Alors, pas en tant qu'entrepreneur, mais Ouais. vraiment dans ton métier, donc dans l'expertise pub. Qu'est-ce que tu préfères faire? Si tu as une préférence. Vraiment dans mon métier, du coup, pas. Ouais. Ok, parce que Pas dans le ton premier statut. que j'aurais voulu te répondre, c'est ma liberté. Mais du coup, Oui, je me doute. Mais on peut faire les deux. Donc, dans le statut, l'environnement, c'est la liberté. ouais. Et dans le métier spécifique, Bah, dans le métier spécifique, c'est que, en fait, j'ai gardé ce truc de l'agence que j'aimais bien, à savoir que je travaille avec plein de profils différents, plein de secteurs d'activité différents, plein de femmes différentes, en fait, qui ont toutes des problématiques bien précises et voilà, en fait, je sens et enfin, je vois que j'arrive, du coup, à les aider à servir le même but que moi aussi quand je me suis lancée et vraiment, je me sens hyper reconnaissante d'avoir, enfin ouais, de pouvoir travailler avec et pour des femmes entrepreneuses qui sont pour la plupart hyper intéressantes, hyper inspirantes. Enfin vraiment, c'est ça que j'aime le plus au point de vue. Enfin, c'est pas du point de vue voilà de mon métier, de la technique et tout, même si j'adore mon métier. c'est les personnes avec qui tu travailles finalement. Travail. Et la deuxième chose, je dirais, qui arrive presque à égalité, c'est que bah du coup depuis je me suis aussi, enfin je fais pas que de l'accompagnement publicitaire comme je pouvais faire en agence quoi. Maintenant bah j'ai construit des offres, des formations, plein de choses. Et du coup j'ai aussi découvert que j'aimais beaucoup créer des offres, créer des offres, créer des projets, des nouvelles choses, des ateliers, enfin bref plein de trucs. Et j'aime beaucoup ce processus créatif du coup de création d'une nouvelle offre qui permet bah ouais de se mobiliser à fond pendant plusieurs semaines sur un truc et de faire éclore après le projet. Ça c'est un truc que j'adore vraiment. Si je m'écoutais, je ferais des nouvelles offres tous les 4 matins. Est-ce que Donc tu as un projet là du coup de création? Est-ce que tu peux nous teaser un oui, peu quelque ouais, chose? j'ai un projet de création, mais qui n'est pas vraiment un projet. Enfin, si, j'ai un projet de création, de formation un peu hybride, bundle. Je sais pas trop encore comment ça va être, mais du coup, en partenariat avec une autre entrepreneuse. Voilà, pour toute la partie, enfin, pour automatiser en fait toute sa prospection et tout son business grâce aux pubs et aux tunnels de vente et tout. Donc là, on est en train de bosser dessus. C'est vraiment tout neuf depuis quelques jours. Là, on commence à travailler dessus. Donc ça, c'est un projet en commun. Donc ça, c'est super cool en plus de bosser avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un peu nouveau aussi, donc ça, c'est chouette. Et après, j'ai un projet, mais qui est plus un projet plaisir, on va dire perso, qui est de lancer moi aussi mon podcast. Donc j'espère d'ici la fin de l'année. Enfin, en tout cas, là, je vais travailler dessus pendant l'été et j'espère voilà pouvoir vraiment mettre le pied à l'étrier dessus en septembre, octobre. Voilà, après j'ai pas de deadline, mais en tout cas voilà, et ce sera un podcast qui ne parlera pas de mon métier, ne parlera pas de la pub, ni du marketing ni de la com. C'est vraiment pour me faire kiffer et parce que je pense que c'est quelque chose qui peut porter les voix de beaucoup de femmes aussi. Ce sera du coup un podcast qui mêlera la maternité et l'entrepreneuriat. Parce que aussi, bah, depuis que je suis maman, je me suis aussi liée d'affection au monde de la périnatalité, la maternité, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'ai découvert récemment, quoi. Et je sentais que j'avais envie de faire quelque chose aussi avec ça. Donc je me suis dit, bah, ça pourrait être cool de donner la parole sur des thématiques aux mamans entrepreneuses ou futures mamans entrepreneuses, ou voilà, peu Donc importe. sous format aussi d'interview? Alors, je veux pas trop teaser Ok. tout, mais
gros, je serai accompagnée sur mes épisodes à chaque fois d'une invitée et ensemble, on écoutera, ce sera un peu comme une hotline en fait. Du coup, on écoutera les messages qu'on aura reçus sur notre boîte, enfin sur ma boîte, où on lira les vocaux. Enfin, je sais pas exactement du point de vue technique, mais en gros, ce sera comme une hotline. Réagir, ouais. Voilà, et on classera du coup les épisodes par thématique et donc on écoutera les plaintes et les questions et tout. Ça me fait Euh, penser au podcast de Ben. oui, un peu, ou je crois que c'est toi qui m'avais dit c'est Maya Adorable, non, qui fait ça, je crois. Ah oui, oui aussi, ouais. Ouais, mais c'est un Donc, concept qui est super chouette parce que du coup, ça permet de partir sur des histoires de vie réelles, quoi. Et ouais. de pouvoir donner des exemples concrets et de se sentir moins seul aussi quand on est dans cette situation, quoi. Oui, parce que en fait aussi, enfin cette idée elle m'est venue parce que justement, quand je suis tombée enceinte, je me souviens que c'était pas facile. Enfin, dans tous les cas, d'allier la maternité et l'entrepreneuriat, c'est pas simple parce que on n'est pas beaucoup aidé d'un point de vue administratif, financier, congé mat, etc. On est beaucoup livré à nous-mêmes. On a aussi bien souvent en tant que femme une charge mentale qui est déjà décuplée et qui vient en plus souvent s'écrouler sous le poids de la charge mentale de l'entrepreneuriat aussi. Et puis voilà, on est souvent du coup si on a un conjoint, un coparent en tout cas qui est salarié, malheureusement les mamans entrepreneuses, entrepreneuses ont souvent la charge de toute la gestion des rendez-vous, etc. parce qu'on a un planning qui est plus flexible. Enfin, Flexible. c'est des schémas qu'on retrouve en fait. Mmh. Il y a énormément de sujets à aborder sur toutes ces thématiques-là. Comment travailler, comment gérer une entreprise quand on ne dort pas. Enfin bref, voilà. Donc je sais que j'ai déjà plein d'idées de thèmes et voilà, j'aimerais, enfin, c'est ce que tu disais avec les histoires de vie. J'aimerais vraiment que ce soit un podcast qui permette aussi de donner la parole à des mamans entrepreneuses ou futures mamans entrepreneuses qui pourraient se sentir seules Mmh. avec ces sujets-là parce que autant on peut avoir des amis mamans autour de nous, mais des mamans entrepreneuses, en tout cas moi je sais que j'en avais pas dans mon entourage et du coup j'avais soit les problématiques d'entrepreneuriat, soit les problématiques de maternité avec enfin voilà dont je pouvais parler à des Des deux copines quoi. côtés, mais Des deux, un truc qui mêle les deux, quoi. j'avais pas ça. Donc Ok. je pense que Oui, puis je pense que tu as pas mal de choses à dire vu que tu as lancé ton entreprise et que peu de temps après, tu es tombée enceinte, tu as dû voir un peu deux bébés qui grandissaient en même temps, quoi, finalement. ouais, c'est ça et ouais, je pense que enfin au-delà de ma situation à moi, je sais qu'il y a plein de problématiques différentes. Ça peut être des femmes qui sont salariées, qui tombent enceintes, qui accouchent et qui se rendent compte que justement en fait leur mode de vie enfin là du coup ça vient rejoindre un petit peu ton expertise à toi pour le coup, ça se relie, mais qui peuvent se rendre compte que leur situation professionnelle ne colle plus avec leur nouvelle identité aussi de maman et qui du coup Complètement. ont voilà, qui envisagent l'entrepreneuriat et donc Mais moi, j'ai eu le voilà. cas inverse récemment d'une maman qui attend son deuxième et qui est venue faire un bilan parce qu'elle s'est dit, mais en fait, j'ai plus envie d'être entrepreneuse et je sais pas trop quoi faire d'autre et qui finalement va retourner potentiellement dans le salariat parce que c'est ce qui correspond mieux à ce qu'elle se souhaite comme vie actuellement, quoi. Mais c'est le fait d'être enceinte qui lui a donné envie de réfléchir à la suite. Donc ouais, On Ah oui, ça on joue. sait que pour les femmes, c'est des bouleversements qui sont énormes et je sais pas si toi t'en vois beaucoup dans les personnes que tu peux accompagner ou voilà autour de toi, mais c'est vrai j'ai l'impression, en tout cas de ce que je constate, qu'il y a beaucoup de femmes pour qui le retour au travail après l'accouchement pendant le postpartum, après avoir eu un enfant, est un énorme chamboulement et qui parfois même ne reviennent pas, font le choix de ne Bah, pas c'est le même système que quand tu t'arrêtes en disant ah je vais faire une petite pause. Bon après il y a les hormones qui jouent donc il y a un autre rôle derrière. Mais c'est vraiment ce truc-là de dire bah en fait quand tu dois revenir à ta vie d'avant alors qu'il y a eu t'as vécu un tel chamboulement ou un arrêt plus ou moins long. Ouais, puis oui, Mm. t'es fondamentalement plus la même personne non plus, tes priorités ont changé, t'es plus prête à donner autant voilà, à une entreprise que ce que tu pouvais donner avant parce que maintenant t'as un être pour qui tu vis quoi. Donc Mhm. ça fait poser beaucoup de questions, ça fait ouais remettre en perspective ton sens des priorités aussi. Et puis la quête de sens aussi de ce que je vois beaucoup en parlant avec d'autres mamans entrepreneuses, c'est vraiment cette quête de sens là
jusqu'à présent, voilà, j'avais un job et tout, mais maintenant, voilà, j'ai une famille. Qu'est-ce que j'ai envie de faire du peu de temps libre que j'ai? Est-ce que j'ai envie de le consacrer à un job qui me fait pas rêver, ou est-ce que j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui me plaît et qui me permette en plus de profiter peut-être un petit peu plus, d'avoir plus de flexibilité, plus de liberté dans ma vie familiale, quoi. Donc, Trop bien. Donc qu'on fasse un ça, feat parce hein? que je pense qu'on fasse un feat dans mon podcast, parce que du coup, je pense que là, il y a vraiment des choses intéressantes à décortiquer entre nos deux mondes. Bah écoute, avec plaisir. Moi, j'adore ce format. Je trouve que c'est super chouette et puis ça permet aussi d'aller sur d'autres sujets. On est moins bridé Ouais, sur c'est ça. le reste des modes de communication, en tout cas que moi j'utilise. C'est beaucoup plus naturel, je trouve, le podcast, et ça permet d'aller plus en profondeur sur plein de sujets. Donc avec plaisir. Moi, j'adore ça, les podcasts. Donc C'est bien. trop bien. Et ben écoute, on a hâte de voir ce projet. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de Manon dans la description du podcast. Alors, cet épisode-là va sortir avant que ton projet voie le jour, mais vous aurez son compte Insta. Elle partagera sur son compte Insta de toute façon, je pense, les infos. Donc, vous pourrez retrouver très facilement quand le podcast sortira. N'hésitez pas à aller écouter ça. Et du Oui. coup, j'ai une autre question à te poser. Est-ce qu'il y a des choses, toujours dans ton métier, qui te plaisent moins, qui sont moins satisfaisantes pour toi, Que avant, en que tant que tu fais salarié, là? Non, là, dans ton métier actuel, dans ce que tu fais actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose parce que c'est important aussi, enfin, ce que j'aime bien montrer aussi dans le podcast, c'est que c'est pas parce qu'on trouve une voie qui est plus épanouissante, plus alignée avec soi, qu'on aime tout ce qu'on fait au même niveau, que tout est une passion. Donc c'est pour ça que je pose cette question-là. Alors après, t'es pas obligé d'avoir un truc détesté, mais c'est oui, plus non, qu'est-ce que t'aimes le moins. C'est qu'est-ce que tu as le moins envie de faire qui est inhérent à ton travail. oui. Et tu fais bien d'en parler, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là, notamment dans l'entrepreneuriat féminin, qui est d'idéaliser le Mhm. lancement en tant qu'indépendante. Et c'est d'ailleurs, même moi, hein, c'est ce que j'avais en tête aussi. Et tu te dis que tout va être facile, que tout va être, voilà, tu vas plus avoir d'obligations, etc. Alors si tu as des obligations, sauf que c'est toi qui te les imposes. Mais je dirais pas que j'ai vraiment des choses que je déteste. Je dirais qu'il y a des choses que j'aime moins, mais les inconvénients de l'entrepreneuriat me conviennent mieux que les inconvénients du salariat. Voilà. Après, c'est ce qui peut être parfois. Alors, c'est pas vraiment au niveau de mon métier. Encore une fois, vraiment métier, Mhm. voilà. Mais c'est plutôt, déjà, toute la gestion, voilà, financière, administrative de l'entreprise, qui est pas forcément le truc qui me fait kiffer, mais je crois que on est beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à voilà, pas trop aimer ça. Donc voilà, mais ça fait partie. Moi, j'aime Ça bien fait... faire ma compta. Toi, t'aimes bien? Ouais, moi, j'aime bien. Bah, après, j'aime bien parce que je me suis fait former aussi Oui. à une bonne gestion, et ça fait partie aussi de mes motivateurs tu vois, c'est carré. C'est Ouais, moi carré, aussi, c'est c'est ça. clair, je sais où je vais, C'est j'ai ça. une vision, je peux me projeter, etc. J'aime bien jouer avec les chiffres dans mon petit tableau Excel et me dire, ah tiens, si je fais ça, il se passe ça. Ouais, Donc moi, je c'est ce sais que que j'aime bien. j'apprends quand même. Mais c'est pas la partie qui me fait le plus kiffer, mais je peux pas dire que je déteste non plus. Après, non, c'est plutôt, c'est pareil. Là, c'est vraiment, c'est plutôt lié au statut d'entrepreneur, peu importe ton métier, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt cette irrégularité un peu, même si bon là, maintenant, j'ai la chance d'avoir réussi à avoir une vraie régularité avec mon chiffre d'affaires depuis plusieurs mois. Donc là, je commence juste à me dire, ok meuf, tu peux souffler. Ça y est, là, regarde ton historique, ça va, Bravo. tout ne va pas s'écrouler. Merci. Et voilà, c'est le fruit de plusieurs Bah, c'est 3 ans de travail. 3 ans de travail. Donc là, voilà, il y a aussi ça. Il faut pas idéaliser le truc, hein, parce que bien souvent, pareil, c'est des messages que tu vois. Lance-toi, tu verras. Moi, je me suis lancée en 2 semaines. J'ai fait ma première vente, et en 2 mois, je faisais 5 000 euros de chiffre d'affaires. Non, c'est très, très, très rare. Ça marche pas comme ça. C'est beaucoup de choses à tester, Et beaucoup puis de choses à... souvent, il y a un background qui est pas partagé de Exact. mois, voire années de galère avant d'arriver à ce lancement-là, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que toute cette partie-là d'instabilité enfin, ouais, Mais c'est comme d'instabilité. tu disais, c'est les contraintes que tu acceptes finalement par rapport aux contraintes du salariat qui sont tout autres, parce qu'il y a une stabilité peut-être différente dans le salariat, Ouais, mais qui aujourd'hui est moins intéressante par rapport à l'entièreté du projet, quoi, ou à la globalité du projet, c'est par ça. rapport à ce que tu te souhaites, quoi.
Mais Ouais. c'est souvent Mais ce qu'on me dit, hein, à chaque fois je spécifie vraiment le métier et on revient en me disant: «Mais oui, mais c'est inhérent au statut de l'entrepreneur, ce qui nous plaît moins». Mais ce que je comprends parce que c'est pas notre métier d'être comptable, d'être commercial, d'être, dans la finance, enfin c'est pas notre cœur de métier à la base, donc c'est normal que ça nous paraisse plus compliqué ou que ce soit moins intéressant à gérer parce que c'est pas quelque chose qu'on oui, a choisi de non, base. c'est ça. Après, je pourrais te dire des trucs de vraiment compétences métiers qui sont un peu plus, un peu moins fun que d'autres, mais en fait, c'est pas des trucs vraiment. Enfin, vraiment les choses qui peuvent me mettre mal sont vraiment plutôt liées à cette Au voilà statut. anxiété financière due à l'instabilité voilà du chiffre d'affaires, etc. Ce manque de stabilité en fait que tu peux avoir et de savoir que tout ou beaucoup de choses en tout cas reposent sur toi et sur ta seule personne Mmh. qui peut mettre une grosse pression. C'est plutôt ça qui va des fois me faire douter, des fois m'angoisser. Mais après, voilà, des fois, bah, j'ai des clients avec qui j'ai des problèmes techniques, où je mets trois plombes à lancer une campagne parce que j'arrive pas à faire mon tracking correctement, parce que j'ai pas les accès sur leur site. Enfin, bref, mais Le c'est des côté petits un trucs. peu en fait, tout ce qui dépend pas que de toi finalement, du coup. Oui, voilà, Tout ce c'est qui est ça. où tu peux pas gérer le truc toute seule, Ouais, exactement. où tu pas la Mais, main, quoi. vraiment de mon métier, non, Mmh. j'aime bien tout. Et puis en plus, comme je disais au début, c'est vrai que enfin, j'ai plein d'activités en fait différentes dans mon métier. J'ai voilà le coaching où c'est vraiment de l'échange avec les gens, c'est hyper enrichissant. J'ai bah, les formations, création de formations, création d'offres où là je suis vraiment en sous-marin. Après bah, j'ai aussi les cours en école de com aussi comme on disait où là c'est vraiment un tout autre domaine et que voilà c'est quelque chose de très différent. Mais tout ça fait que je m'ennuie jamais. Mmh. Et en fait, j'ai toujours du changement, ouais, c'est très très vivant et ça j'aime vraiment beaucoup et c'est quelque chose que je sais que je pourrais pas retrouver dans le salariat non plus. Ouais, Et la pluralité des métiers, en fait, ouais, parce que tu fais pas un seul métier et tu as plusieurs casquettes et ça, c'est quand même ce qui revient souvent dans, les podcasts et dans l'entrepreneuriat en général, même si, je conseille toujours aux personnes qui se lancent de se lancer avec une première offre, une première cible avant de vouloir faire plein de choses différentes parce que c'est bien déjà de voilà, d'avoir une bonne base. ouais, On c'est fait ça. des bases solides et Ouais. après diversifier Après, parce ça que évolue. c'est aussi enfin, c'est aussi ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir avoir plusieurs casquettes, plusieurs métiers, et de pas se cantonner à une fiche de poste et d'être, bah, encore une fois bridé par une seule activité, Tu professionnelle, fais quoi. tu fais en fait, Tu crées ton je job. vraiment ça à l'image, là, la comparaison vient de m'arriver, mais je trouve elle est pas trop mal. Pour ceux qui connaissent le palais idéal du facteur cheval, là, le gars, il a mis toute sa vie à bâtir son truc, à faire des petits changements, des petites améliorations, à changer, à bâtir voilà son projet année après année. Bah moi, je vois un peu l'entrepreneuriat comme ça aussi, de me dire, bah c'est un truc qui est mouvant, qui est dynamique. Je sais que ce que mon entreprise est maintenant, bah ce sera pas la même chose dans 2 ans, parce que bah voilà, ça bouge en même temps que tes besoins, en même temps que tes envies, en même temps que les besoins sur le marché, les nouveautés, enfin voilà. Et puis surtout dans mon domaine, moi c'est vrai que marketing com, c'est très, enfin ça bouge tout le temps, il y a beaucoup de nouveautés, Ouais. faut se former, donc moi je vois vraiment ça. Je sais que je façonne mon entreprise, qu'elle n'est pas figée, et je pense que de toute façon toute bonne entreprise qui fonctionne bien, euh, faut pas que ce soit rigide parce que ce qui est valable à un instant T, ça le sera plus quelques mois après, quoi. Donc, Mmh. euh, donc Être c'est vraiment ouais, flexible, agile, tout ce que tu as appris finalement en agence. ouais, Enfin, ce que tu aurais dû apprendre en agence. ouais. Je l'ai appris un peu quand même, mais du coup, j'ai beaucoup plus de flexibilité en étant indépendante qu'en Mmh. étant en agence. Ça, c'est sûr. Mais non, en tout cas, ouais, ton conseil est très bon, celui ouais, de pas se lancer avec enfin, de vouloir faire trop de choses différentes. De toute façon, enfin, je pense que toi c'est pareil, mais tous les entrepreneurs et entrepreneuses que je connais, leur business 1 an ou 2 ans après ne ressemble jamais à ce qu'il était au lancement, quoi. Ouais, Donc carrément. ça évolue et heureusement Bah parce oui, que bien quand on sûr. revoit nos premiers posts Insta, on se dit oh là,
Parce que Mais c'est aussi comme ça qu'on sait vers quoi on a envie de tendre, en fait, parce que on est dans l'action. Du coup, on met en œuvre une première idée. Du coup, ça la fait évoluer, donc on l'améliore, et donc en fait, ça se transforme. Mais les seuls business qui bougent pas, à mon sens, c'est ceux qui du coup restent dans l'idée, mais qui n'actionnent Oui. pas l'idée, et du coup, bah, elle peut pas évoluer. Non, Parce que c'est que en étant en mouvement qu'elle peut s'améliorer, quoi. c'est ça. C'est une très belle Explication. morale. Ce serait quoi, toi, du coup, les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui auraient envie de se reconvertir, qu'on soit dans l'entrepreneuriat ou pas, peu importe? Bah, alors pour ce qui est vraiment d'une reconversion professionnelle, changer de métier du tout au tout, alors ça, j'aurais pas de conseils à donner parce que j'ai pas vécu ça, donc ça pour le coup je sais pas trop. Mais en tout cas pour des personnes qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, enfin en tout cas du salariat Changer de vers statut? changer de statut, que ce soit en changeant de métier ou en conservant son métier comme moi je l'ai fait, ce serait premièrement, comme on le disait tout à l'heure, d'être bien préparé, de pas faire ça sur un coup de tête, de bien pondérer les avantages, les inconvénients, anticiper aussi les embûches qu'on peut avoir, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit financier, peu importe, mais voilà, de bien se préparer, de pas se lancer sur un coup de tête et de vraiment mesurer, en tout cas, avoir conscience de ce que ça implique comme changement et de pas essayer de ne pas idéaliser ça, même si autant quand on se lance dans l'entrepreneuriat que quand on va Mmh. vers un nouveau job, par exemple, forcément, On voit que les bons côtés, c'est normal. on idéalise un peu ça, cette nouvelle expérience, mais voilà, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, essayer d'être conscient que ce sera pas que du kiff et qu'il va y avoir aussi, voilà, des moments moins fun, quoi. Mais en tout cas, voilà, de bien se préparer, ça, c'est vraiment le meilleur conseil, je pense, pour les personnes qui vraiment veulent se lancer. De pas hésiter à se faire accompagner aussi, même si forcément, bah, au début, c'est pareil, souvent, t'as pas beaucoup d'argent, donc des fois, c'est plus compliqué, mais il existe des choses. Il y a le CPF, il y a plein d'accompagnements, il y a plein d'aides pour pouvoir aussi voilà, se faire accompagner, se former et pas se lancer dans le vide, quoi. Euh, Parfois, c'est un investissement financier, mais qui permet de gagner du temps sur la suite et sur le projet qu'on va monter, qu'on soit dans une reconversion métier ou dans une reconversion de statut. Ça peut permettre de valider une idée de projet qu'on a en tête et de se dire j'y vais avec en prenant en compte justement toutes les contraintes ou j'y vais pas parce que justement j'avais pas pris en compte toutes les contraintes et que c'est pas ok pour moi. Plutôt que de ouais. se lancer dans l'inconnu sans savoir où on va et finalement de perdre du temps et parfois de l'argent aussi. Oui, ah, mais clairement, Donc ouais, ça c'est un bon conseil. Bon, je vais pas dire que c'est un mauvais conseil vu que c'est un petit peu mon métier, donc ce serait malvenu, mais censé, mais quand même, tu mériterais. avant Mais de non, faire mon métier, je me suis moi aussi fait accompagner de personnes pour m'aider à monter mon projet. Hein. Donc c'est fais-toi ça, accompagner, mais je me fais accompagner aussi, quoi. ouais, vraiment, ça, je pense que c'est nécessaire, mais même, enfin, je pense que tu approuveras, mais tout au long du parcours entrepreneurial, que ce soit au début, avant, après, pendant, c'est important de pas justement porter tout ce poids tout seul et de C'est pouvoir. dur, hein, tout ce qui se passe, Ouais, toutes les étapes. Enfin là, moi, je suis actuellement en train de traverser une phase de turbulence, dans mon entrepreneuriat. Si j'étais pas aussi bien entourée, j'aurais déjà abandonné et donc ça fait aussi partie du chemin de l'entrepreneur. oui, oui, et puis, enfin, en fait, on a une expertise, mais on n'est pas, comme on disait, voilà, On n'a pas tous comptable. les métiers, on n'est pas expert de tous les métiers, quoi. Voilà, on n'est pas webmaster, on n'est pas community manager, on n'est pas closer, donc voilà, il y a des Et au choses début, aussi. on est obligé de tout porter plus ou moins seul. Donc c'est pour ça que c'est important de aussi faire le point sur là où on a besoin d'accompagnement qui pourrait être servir notre objectif et là où on peut potentiellement le faire seul en fonction de nos propres compétences. Donc pour ça, il faut être conscient de ses compétences, de là où on est capable d'apprendre vite et de là où vraiment c'est pas possible pour nous, mais on en a besoin donc il faut déléguer. Moi, je sais que niveau technique, ça m'intéresse pas et je n'aime pas faire et je n'aime pas apprendre et j'ai pas envie d'apprendre. Donc, je délègue tout ce qui est campagne de pub à Manon, par exemple. Oui, pas que, mais c'est Non, sûr que mais bah moi, j'ai délégué mon site internet, mes pages de vente. Enfin, c'est tout ce ça, qui est mais technique, ça ne m'intéresse pas. Et je le sais, donc je suis consciente de mes compétences. Je pourrais apprendre, mais ça me prendrait énormément de temps, donc je préfère, et parce que je le peux, déléguer.
Donc c'est aussi être conscient de ça, être conscient de ce qu'on a. Enfin, parce que moi, je pourrais tout faire toute seule si j'avais pas envie de me faire entourer, accompagner. Mais d'une, ça me prendrait énormément de temps parce qu'il faudrait que je me forme. Ça me plaît pas, donc je procrastinerais parce que j'aurais pas envie de le faire et ça me saoulerait. Et donc j'avancerais pas dans mon projet. Et au final, toutes les pages de vente que j'ai aujourd'hui en place n'existeraient certainement pas. Et donc, je n'aurais même pas pu faire voir le jour à certaines offres sur lesquelles j'ai travaillé le contenu, j'ai travaillé toute mon expertise métier, mais elles pourraient même pas être accessibles au monde parce que. Ouais, et puis elle serait pas mise en valeur, quoi. Elle serait Ben pas oui. Donc, socialisée. c'est un peu jauger aussi ce qu'on sait faire et ce qu'on se sent capable de faire ou pas, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, enfin, souvent au début, on se sent capable aussi de tout faire tout seul, et en fait, il y a forcément un moment où enfin, tu te confrontes à tes limites, hein. Sinon, Donc, moi, je suis là pour pouvoir faire le point sur les vraies compétences des personnes et celles qu'elles ont besoin d'apprendre ou de se former, celles qu'elles ont envie ou pas. je Si pense jamais vous voulez. que j'ai pu bénéficier de ton accompagnement Réaligne-toi pour faire mon profil, Oui, voilà. Madame Créa. Mon profil artistique. Ouais, qui m'avait vraiment confirmé tout ce que je pensais. Ça met des mots, quoi, sur des comportements, sur des fonctionnements et sur. Ouais, ça valide aussi que tu es dans la bonne direction, quoi. Donc, Ou hyper pas. utile. Je recommande à tout le monde de connaître son profil aussi de De professionnel motivation. de motivation pour savoir justement ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut déléguer, ce qui n'est pas fait pour nous, quoi. Merci pour cette petite pub. Et j'ai une dernière question pour toi, avant qu'on se quitte déjà, même si on aurait pu parler, je pense, toute la journée. C'est sûr. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle, donc de statut ou de métier, est accessible à tout le monde et pourquoi? Ah, c'est dur comme question. T'as pas préparé? Non! Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? C'est vraiment ce que tu en penses toi, hein. Tu as le droit de me dire ce que Je tu veux. pense que c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Et que ça demande beaucoup plus d'efforts pour certaines personnes que pour d'autres. Est-ce que tu aurais un exemple ou qu'est-ce qui te fait penser ça? Je pense que je vois ça vraiment de mon prisme aussi de jeune maman, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile d'entamer peut-être une reconversion ou de se lancer à son compte quand on est responsable de d'autres êtres humains, voilà, d'avoir ce courage-là de se lancer vers l'inconnu, quand on a vraiment des grosses responsabilités. Je suis pas sûre que moi je l'aurais fait avec autant d'innocence et de naïveté en ayant eu un enfant. Enfin, j'en suis même Mhm. persuadée. Donc, je pense que effectivement, c'est plus lourd et ça demande plus de courage ou plus de préparation. Je sais pas exactement, mais peut-être dans certaines situations, voilà, dans certaines situations peut-être plus précaires aussi, où on a moins accès à l'information, voilà. Je pense que tout le monde n'est pas égal face à ça et qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est beaucoup plus facile de se réinventer, comme il y a eu une polémique il y a pas très longtemps d'ailleurs avec Jill, l'influenceuse là, qui disait qu'on peut se réinventer à tout âge, changer de vie à tout âge. Je sais pas si t'avais vu. Non, Elle j'ai pas a... vu. Ah bah, c'était sur TikTok, elle a pris un peu les foudres de TikTok parce qu'en gros, elle a participé à un podcast où elle disait que chaque femme peut se réinventer, qu'aujourd'hui on n'a plus d'excuses à tout âge de la vie pour changer de métier, qu'en gros il faut juste se sortir les doigts, quoi, voilà, en gros, pour résumer. Et du coup, tout le monde lui a expliqué un peu dans les commentaires le principe de la méritocratie, etc. Et que, en fait, non, quoi, ça marche pas comme ça et qu'il y a des situations pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile de pouvoir changer de vie, reprendre des études, quitter un emploi stable que pour d'autres, quoi. C'est qu'il faut être sûr de ses contraintes, quoi, en fait. Ouais, C'est de pas le faire sans filet, comme on disait, hein, de pas le faire sans exactement. savoir à quoi on s'attend, même si on peut pas. Tu parlais tout à l'heure d'anticiper un peu les contraintes. Alors oui, on va réfléchir à différents scénarios, mais on peut pas tout contrôler non plus. Non, Mais en tout non, cas, il y a un monde entre OK, je quitte tout et je me lance et je fais pas attention aux contraintes que j'ai, qu'elles soient financières ou autres, aux responsabilités et vouloir tout contrôler et du coup ne jamais se lancer non plus. Donc, ouais, trouver un juste milieu, tout est toujours une exactement. question d'équilibre. Ouais, d'équilibre et surtout, ouais, encore une fois, de pas foncer tête baissée, de pas idéaliser aussi
rêver des situations, des jobs en se disant waouh, ça c'est mon métier passion. Enfin, ça t'es mieux placé que moi pour en parler, Ah bah mais moi, le métier passion, j'ai un avis très tranché dessus. Enfin, tranché, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, le métier passion, il faut ton faire avis. attention, quoi. Oui, C'est voilà. en fait, quand on dit métier passion, on entend souvent derrière, j'ai l'impression, enfin, je ferai un métier, enfin, je travaillerai, mais j'aurais pas l'impression de travailler. Bah oui, il y a Alors une que, comme dans tout métier, euh, il y a des contraintes. choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. Non, c'est faux. J'adore Et mon métier, j'aime l'entrepreneuriat, je travaille comme une ouf, hein, donc voilà. c'est à nuancer, quoi. Faut Voilà. pas, voilà, c'est pas tout n'est pas rose, tout n'est pas non plus tout noir, non plus, mais faut nuancer et C'est j'ai ça. encore beaucoup de personnes qui arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat et qui passent du coup par moi parce que du coup j'accompagne, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat dans une formation business et j'ai encore beaucoup de personnes qui arrivent en disant: «Ah bah moi, je veux trouver, une idée, d'activité, business, qui me passionne. Si je suis pas passionnée, ça marchera pas». Et le problème, c'est qu'à courir après le métier passion, bah, en général, ça marche pas, quoi. Donc, Non. faut plutôt trouver un équilibre qui est positif dans le côté avantage-désavantage, le côté où tu parlais de pondérer justement C'est ça. les critères. Bah, il y a vraiment ce truc-là de se dire, bah, je choisis une activité qui est qui ait plus de points positifs que de points plus contraintes ou désavantages pour moi. Ouais, et puis enfin, faut le voir aussi. C'est un peu comme un marathon sur du long terme. Enfin, faut voir aussi le côté cardio, voilà, d'être aussi capable de se dire bon bah cette activité je la choisis et je suis capable de rester avec elle pendant plusieurs années. C'est pas comme un job salarié où tu te dis bon bah ça me plaît plus, je peux partir dans un an. Là, bah, tu peux aussi partir dans un an, je veux dire, mais bon, tu mises quand même un peu plus Il sur faut le que moyen. surtout que tu as envie de la défendre, cette activité. Ouais, c'est ça, Parce c'est que ça. c'est toi qui va là, pour le coup, comme on le disait tout à l'heure, on est notre propre, commercial donc si tu pas en c'est surtout ça. Est-ce que toi, tu serais, en mesure de vendre ton activité à quelqu'un? Ou est-ce que tu bégayerais parce que ça t'intéresserait pas ou parce que ça te parle pas tant que ça ou parce que tu sais pas quoi en dire parce que tu pas les compétences? Donc c'est surtout ça, quoi. Trouver quelque chose qui soit en accord avec nous-mêmes et qu'on soit en capacité de porter. Ouais, exactement. Parce que si toi, tu crois pas en toi et en ton projet, bah, Bon, personne n'y après, il peut y croira. avoir des phases, hein, et puis dans Oui, ce cas-là, faut être bien entouré. non, Mais mais de base, je parle si tu plutôt crois du pas en début, toi, la voilà. transition, enfin, voilà, quoi. Mais de toute façon, ça se construit, mais non, vraiment d'être bien préparé, c'est ce qu'on retiendra de ce podcast. Exactement. Merci Et on tient beaucoup. bien à deux filles, femmes, qui sont des maniaques du contrôle et de l'anticipation. On est carré. Mais bon, Merci beaucoup en tout cas Manon pour tout ce que tu nous as partagé. Encore une fois, vous pourrez la retrouver sur ses réseaux que je mettrai, dans la description. Si vous avez besoin de lui poser des questions, elle est super chouette, donc n'hésitez pas. Sur les pubs notamment, on a compris, hein, expertise pub, n'hésitez pas. Et moi à votre place, j'irai les yeux fermés parce que, honnêtement, j'ai essayé de le faire moi-même, j'ai pas réussi, donc j'ai toujours laissé Manon gérer. Après, elle a une super formation pour apprendre à le faire, soi-même, mais il faut juste pas être comme moi. Faut juste, voilà, aimer, avoir envie d'apprendre le côté technique. Elle est très bien faite, mais moi, j'ai préféré lui laisser, la laisser gérer, c'était beaucoup Ah, plus j'ai aussi sûr. des places. Bon, là, j'en ai pas en ce moment, mais parfois, j'ai des places aussi en accompagnement pour ceux qui veulent déléguer, justement. Ou Enfin, le plutôt, coaching. voilà, du Ouais, coaching pour se faire aider. Mais voilà, avec plaisir. Et merci, Emma, pour ton accueil. Merci de m'avoir reçue. C'était trop chouette, trop bien, ce moment d'échange. Et voilà, c'était vraiment enrichissant. trop bien. Bon, bah, peut-être qu'on fera, le podcast retour, du coup, dans ton podcast à Oh oui, toi. j'y compte bien. J'y On compte vous bien. tiendra informés. Ça, c'est sûr. Bon, bah, merci encore Manon. Merci. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!